Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, nous nous retrouvons pour notre troisième épisode concernant le changement, le processus à l'œuvre. Ce sera notre journée systémique du 14 juin prochain. Concrètement, l'intervention systémique processuelle, comment ça fonctionne? Oui. Alors, l'intervention systémique processuelle, c'est vivre des expériences relationnelles. Voilà. Et l'intervenant va être impliqué là-dedans. L'intervenant va s'intéresser du coup aux relations entre les membres du système. Que ce système soit famille, équipe, groupe de stagiaires en fait. Il s'intéresse aux relations, j'ai envie de dire, plus qu'aux individus en tant que tels. Ça va être vraiment sa porte d'entrée et il va aider à faire circuler l'information. Et on parle beaucoup de la circulation de l'information dans l'intervention systémique. J'aimerais m'attarder sur la question de la circulation de l'information parce qu'on pourrait aussi s'imaginer que faire circuler l'information, c'est permettre à un individu de parler et de faire en sorte que les membres du système l'écoutent. Voilà. Et là, du coup, on dirait que l'information circule, ce qui est juste. Mais ça ne va pas que dans ce sens-là, c'est accompagner aussi les membres du système à réagir à ce qu'ils viennent d'entendre. Ça pourrait être aussi ça, mais il y a encore un autre niveau impliqué, voilà, c'est de faire en sorte que cette information qui est donnée soit redonnée au système pour qu'elle change de niveau. Je m'explique. Imaginons qu'un père de famille fait part de son inquiétude pour son fils. Il se dit très inquiet pour X raisons par rapport à son fils. L'intervenant peut entendre cette information, tout comme le fils d'ailleurs qui est présent. Et l'intervenant peut se tourner vers le fils en disant « J'entends que ton père est très inquiet pour toi. Je voulais savoir, est-ce que tu avais mesuré combien tu étais important pour ton père au point qu'il s'inquiète pour toi? Est-ce que tu avais mesuré ça et qu'est-ce que ça te fait ?» Vous voyez, là en tant qu'intervenant, je redonne l'information au système, mais j'y apporte quelque chose qu'on va dire de méta, qui va apporter une forme d'intensité émotionnelle, qui va venir toucher. Voilà. Donc la circulation de l'information, c'est vraiment ce passage entre une information d'un niveau à un autre niveau, voilà, qui vient convoquer les membres du système dans une forme d'intensité émotionnelle. Et quelle est la place des hypothèses à ce moment-là? Alors, ta question est très à propos parce que effectivement, ça a l'air d'être très simple quand je le dis comme ça, mais de redonner une information à un système en passant à un autre niveau, eh bien, c'est pas juste de talent et de l'intuition. C'est aussi toute une formation et toute une façon de penser les relations humaines. Et effectivement, en tant qu'intervenant, on va s'appuyer sur des hypothèses dites systémiques, qui ne sont pas des hypothèses scientifiques qu'on va chercher à valider ou pas. Là, ce ne sont pas la validation des hypothèses qui nous intéressent. Les hypothèses vont nous servir de point de référence, voilà, pour pouvoir redonner l'information au système. Et la caractéristique de l'hypothèse systémique, c'est de pouvoir concilier le tout avec les parties et la différence avec l'unité. Ce que je veux dire par là, c'est que compte tenu du fonctionnement complexe des systèmes, on est souvent confronté à des paradoxes. Voilà. Par exemple, je souhaite vraiment que mon symptôme disparaisse, mais je ne veux pas qu'on touche à mon mode de fonctionnement. Je voudrais acquérir un nouveau savoir, par exemple en formation, mais je ne voudrais pas que ça change ma pratique. On peut avoir, on va parler d'ambivalence, voilà, de demande paradoxale. Avec l'hypothèse, on va concilier cette différence avec un fonctionnement plus global. Par exemple, on va se poser la question de la fonction du symptôme. On va se demander, mais
effectivement, vous avez un symptôme, il est coûteux, il fait souffrir, ok. Mais aussi, on va se poser la question en quoi ce symptôme est au service de l'unité familiale. En quoi il est au service de l'unité? C'est-à-dire comment il sert aussi le fonctionnement de la famille. Donc on essaye de lier la différence avec l'unité. C'est la fonction des hypothèses systémiques. Ok, d'accord, de lier les parties à ce tout. Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. Parce que sinon, on peut rentrer dans un clivage. C'est-à-dire on peut privilégier l'unité, la personne, la différence, et de laisser tomber l'unité. Par exemple, on peut dire, voilà, le patient désigné souffre à cause de sa famille. Donc on va donner plus de considération à ce patient désigné. Mais comme on peut privilégier le tout, l'unité à ses parties, on peut dire mais cette famille va très mal à cause du patient désigné. Voilà. Et on peut se fourvoyer dans ces voies qui sont des impasses en fait. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, on voit bien que même si on met en œuvre des solutions qui viennent aider que la famille en excluant le patient désigné ou que le patient désigné en excluant la famille, on voit bien que généralement ce sont des impasses. Le fait de se positionner, de se servir des hypothèses pour concilier les deux, va faire naître une troisième voie. C'est important de retenir cette idée que de faire avec le processus, c'est de faire avec l'imprévisibilité. Ça permet de souligner particulièrement dans le contexte la question du hasard. De ce qui n'est absolument encore moins prévu voilà, dans l'intervention. Prenons un exemple simple. Un intervenant accueille un couple qui rencontre des difficultés. Ce couple s'installe et il y a une chaise vide entre les deux. Ce couple vient exposer ses problèmes. Monsieur pense que le problème c'est madame, madame pense que le problème c'est monsieur, et puis on peut tourner en rond. Et puis aussi l'intervenant peut être vigilant à cette chaise vide. Alors on peut dire ben, la chaise vide elle est là mais c'est le hasard. Alors on peut soit l'écarter, soit faire comme si elle n'était pas là. Et puis l'intervenant peut en faire quelque chose, peut en faire une information qu'il redonne au système. Il peut observer qu'il y a une chaise vide entre les deux et il peut imaginer qu'il y a un tiers qui est assis sur cette chaise-là et qui a un rôle majeur dans la relation conjugale. Et donc il va leur poser la question. Ça peut avoir un effet très important, un impact très important, puisque ça peut aider à contribuer à la redéfinition de la relation, à la redéfinition du problème. Si monsieur nous dit, ben oui, moi je pense que entre nous est assis sur cette chaise un tiers absent qui est l'ex-compagnon, voilà, de ma compagne. Là, le problème est redéfini différemment. Et ils peuvent, par exemple, s'unir tous les deux pour réfléchir à comment aider madame à mettre un point final à cette relation avec un ex-compagnon qui peut-être est resté en suspens, qui n'est pas bouclé. Mais du coup, ils vont faire autrement. Le fait d'avoir perçu la réalité différemment, de l'avoir construite différemment, ce n'est plus monsieur qui a un problème, madame qui a un problème, mais en partie une relation inachevée qui n'est pas bouclée, va leur permettre de redéfinir leur relation. C'est-à-dire que le changement est très lié à un changement de perception de la réalité, de construction de la réalité, qui amène à un changement de la relation. Donc tout ça pour dire que le hasard est extrêmement important, que la vigilance de l'intervenant est là, pour pouvoir prendre comme ça ce qui est présenté dans le contexte et en faire quelque chose. Ça va amener un changement de perception et donc un changement de relation. J'ai une question, l'intervenant
comment il va accompagner les éléments de ce système? Ça va Oui. passer par quoi? À Alors, regarder quoi? ça va passer par une façon d'intervenir que nous, on appelle la co-construction. C'est-à-dire qu'on va faire exister la parole de chacun, donc la différence de chacun, et dans un tout, c'est-à-dire en famille. Chacun va pouvoir exprimer sa construction de la réalité, sa définition du problème. Quelquefois, il y a des constructions qui se ressemblent, quelquefois des constructions qui sont vraiment très différentes, mais cette co-construction va permettre d'extraire une idée plus globale du fonctionnement de la famille. On va aller vers le tout. Chacun se sentira reconnu dans sa perception individuelle et différente, voilà, mais aussi pourra se retrouver dans une vision d'un fonctionnement global. C'est ça la co-construction. Alors il faut se méfier des co-constructions parce qu'il y a des co-constructions assez piégeantes. Quelquefois, la co-construction amène que tous les éléments du système se mettent bien d'accord sur une définition du problème. Donc si on prend une équipe, voilà, l'équipe se met bien d'accord sur le fait que c'est l'encadrement qui est dysfonctionnel. Voilà. Et ça, on se met bien d'accord là-dessus. Et du coup, on tourne en rond autour de cette idée-là, et ce n'est pas du tout un mouvement évolutif. Pour qu'une co-construction soit constructive, il faut qu'elle introduise du déséquilibre. Comme lorsqu'on marche, pour pouvoir avancer, à un moment donné, il faut qu'on en passe par une phase de déséquilibre avant d'avancer le pied et d'avancer sur son chemin. Donc la co-construction, c'est la même chose. Il faut qu'elle introduise du déséquilibre. Il faut que je sois surprise par d'autres constructions de la réalité, voilà, pour me faire évoluer ma propre perception de la réalité et du coup faire évoluer mes relations. Donc une co-construction doit introduire du déséquilibre. Qu'est-ce que ça engage de chacun? Oui, alors ça engage chacun. Ça, c'est une propriété essentielle à la co-construction. Il faut que chacun se sente engagé. Mais pour que chacun se sente engagé, il faut une forme de sécurité relationnelle. Au cours de la journée systémique, on parlera de comment créer cette sécurité relationnelle. Parce que je crois fondamentalement que personne ne peut prendre sa part active dans l'émergence d'un fonctionnement de système si, si cette personne elle est terrorisée, si elle a peur, si elle n'est pas en sécurité. Elle ne peut pas se mettre au travail. Donc la première condition, c'est de créer cette sécurité relationnelle, et ça, c'est de la responsabilité de l'intervenant. On y reviendra. Une deuxième condition, c'est que chacun puisse reconnaître sa part active dans le maintien du problème. Ça peut être très compliqué pour des personnes qui considèrent que le problème, c'est l'autre. Ça peut être compliqué de dire, mais moi j'y suis pour rien. Dans ce qui arrive, je ne fais rien. Or, on voit bien qu'au nom de la théorie des systèmes, chacun contribue, même de par son silence, par exemple, ou par le fait qu'on ne dise rien, et bien, du coup, contribue au maintien du problème. Donc, tout le monde est partie prenante de ce qui se passe. Et ça, ce n'est pas toujours facile à reconnaître. On peut prendre un exemple de couple, et on en a vu de fréquents structurés comme ça, où madame va reprocher à monsieur de prendre position, mais quand monsieur prend position, madame le disqualifie. Et on voit bien qu'ils sont enfermés dans cette boucle-là, c'est-à-dire moins il prend position, plus il est disqualifié, par madame, moins il prend position, et ils sont tous, et plus madame est dans l'attente, et plus elle est dans l'attente, et plus elle le disqualifie. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui s'auto-influence et qui s'auto-alimente. Donc c'est de prendre, que chacun puisse prendre sa part active, et puis que chacun puisse reconnaître que sa construction, c'est sa construction qui est valable pour lui, mais pas pour les autres. Ce n'est pas une vérité universelle. Donc il y a toutes ces conditions-là à réunir. C'est ce qu'on va voir au cours de la journée systémique. Et juste pour terminer, on voit bien que toutes ces conditions viennent parler de la capacité de différenciation des individus.
C'est quoi se différencier? C'est de savoir faire valoir sa différence dans la relation à l'autre. C'est savoir considérer la différence de l'autre. Hein. Ce n'est pas juste l'écouter, hein. C'est essayer de voir, de mesurer dans quel contexte l'autre est pour pouvoir tenir cette perception qui est si différente de la nôtre. Donc c'est donner de la considération. Et tout ça en ayant comme préoccupation de maintenir un lien constructif. Donc ça, c'est le processus de la différenciation. Et c'est tout ça qui va être en œuvre dans l'accompagnement proposé par l'intervention systémique processuelle. L'intervenant se doit d'être disponible au processus, d'avoir cette vigilance à lui, à l'autre, au système, au contexte, voilà, pour pouvoir saisir des informations et les redonner au système pour qu'elles deviennent pertinentes. Donc, il y a cette disponibilité. J'avais aussi souligné le fait que l'intervenant, du coup, se doit d'être impliqué. Il n'est pas disponible dans une forme de distance. Il est impliqué, il est engagé. C'est-à-dire qu'il engage sa tête, il pense, son cœur, il ressent, son corps, il agit, il rétroagit aussi. Du coup, il ne doit pas avoir peur de cette implication-là, tout en ne se faisant pas d'illusions sur le fait qu'en fait, il ne décide pas grand-chose dans ce processus-là, mais ce processus ne peut pas se passer de sa part active. Merci Béatrice, parce que là effectivement c'est vraiment de plus en plus clair et à la fois sur le processus, sur l'accompagnement du processus, sur les questions concernant l'intervention et l'intervenant. Je te propose qu'on se retrouve la prochaine fois concernant vraiment la journée systémique, c'est-à-dire comme ça sera un temps de transmission, voilà, qu'est-ce qui va se passer dans cette journée-là pour que les participants puissent prendre quelque chose de l'intervention systémique processuelle pour le mettre en œuvre dans leur contexte d'intervention. Et comme on l'a dit lors de notre première séquence, notre première rencontre, cette journée sera aussi circulaire, c'est-à-dire que la façon dont les personnes qui vont venir et participer à cette journée vont accueillir cette présentation va venir enrichir également le travail de l'équipe, de façon à ce que dans quelques mois, nous puissions avoir la joie d'éditer ce livre autour de l'intervention systémique processuelle. Et bien donc à bientôt. À bientôt.